plus haut que les Alpes. C'est la devise de Forcalquier et de son pays dans le département, précisément des Alpes de Haute-Provence, entre la montagne de Lure et le Luberon, le long de l'antique Via Domitia qui reliait l'Italie à l'Espagne. Forcalquier qui fut indépendante en son comté au XIIe et XIIIe siècle, que l'on appelle aussi la cité des quatre reines, parce que les quatre filles d'un seigneur d'ici épousèrent autant de rois, mais et nous y venons, Forcalquier, la gourmande, élu site remarquable du goût en France. Ce n'est pas banal pour l'huile d'olive de Lurs, le lieu de l'affaire Dominici, le fromage de Banon bien sûr, et puis ces apéritifs distillés à base de plantes aromatiques, si vous voyez ce que je veux dire. De plus, l'agneau de Sisteron est à côté et on trouve ici une unique université des senteurs et des saveurs. Surplombant la ville, Notre-Dame de Provence veille sur la cité comtale. Forcalquier, ce sont ces petites ruelles, ces places étroites. Se balader dans la ville, c'est feuilleter le livre de l'histoire, de l'architecture, comme nous le raconte Dominique Lagenèbre, guide à Forcalquier. Alors l'architecture de Forcalquier en fait, se caractérise par des bâtiments qui sont déjà très hauts, des ruelles très étroites. Et on retrouve cette architecture dans beaucoup de petits villages en Haute-Provence, parce qu'il fallait se protéger, notamment se protéger des hommes, bien sûr, parce qu'il y avait des guerres, se protéger aussi des conditions climatiques, une chaleur excessive, canicule l'été, l'hiver aussi qui peut être très rigoureux, très froid. Le lundi matin, c'est le jour du marché. Les producteurs régionaux occupent les rues pour vendre et faire découvrir leurs produits. Nous y rencontrons Christophe Castaner, le maire de la ville, qui nous parle du marché. Historiquement, c'était le marché des marchands. C'est-à-dire que plutôt que d'aller dans les grandes surfaces pour vendre ensuite le reste de la semaine, ils venaient sur le marché de Forcalquier. Donc vous aviez une place où on ne vendait que des œufs, qui est juste derrière nous. Vous aviez une place où on vendait que les agneaux. Et comme ça, c'était le marché des professionnels. Et il a gardé sa propre histoire. Et aujourd'hui, pendant l'été, par exemple, il y a 15 000 personnes qui viennent sur le marché. Et c'est un des plus gros marchés de Provence. Voici Robert Lebozec. Ce restaurateur et propriétaire d'une maison d'hôtes à Manosque a quitté Marseille pour vivre dans cette belle région de France. En sa compagnie, nous partons à la découverte de quelques-uns des producteurs de la région. Bonjour. Et bonjour monsieur. Alors je voudrais une fougasse. Fougasse aux olives, ça vous va? Aux olives, oui, formidable. Et après, je vais prendre un pain complet. Alors complet. Robert, le marché de Forcalquier, qu'est-ce qu'on y retrouve? On y trouve tous les produits merveilleux de la Haute-Provence. Et tous les gens sympathiques. Le marché, c'est pas tellement venir acheter ses produits, c'est rencontrer des gens, c'est rencontrer des copains que tu vois toutes les semaines sur le marché. Tout le monde se connaît, tout le monde se retrouve ici sur le marché pour faire ses courses et pour voir un petit peu ce que chaque copain ou chaque restaurateur a comme idée à ramener ou va échanger. Et donc c'est vraiment un lieu de convivialité. C'est un marché, mais c'est surtout un lieu de convivialité magnifique. Seconde escale de Robert, c'est chez le boucher, pour acheter de l'agneau de Sisteron label rouge, avec lequel il va nous préparer une recette provençale. Sur la route du retour vers Manosque, qui se situe à une trentaine de kilomètres au sud de Forcalquier, Robert nous emmène chez Max Coupier, producteur d'huile d'olive à Volx. Fruit labellisé et qui fait partie du patrimoine de la région, l'olive est un lien entre les générations. Ancré dans la mémoire collective, l'olivier est cultivé sur ce terroir depuis des millénaires. Ah, il est là, Max. Il est là. Alors, tu récoltes ou tu commandes? Je récolte là. Comment tu vas? Combien? Voilà. Ça va, T'as pas froid? Non, putain, c'est même chaud. Hein. Se bouger, ça fait du bien? Là, il a fait du froid, là. Ça a bien fait parce que ça a permis ça va permettre à l'olive de... Ouais, puis ça va remonter un peu. Ça va remonter en ardence un petit peu. En ardence, c'est tout. Ouais. D'ailleurs, on voit, regarde, tu vois, ouais. elle est vraiment pleine de... Elle est pleine d'huile. Hein? Elle est pleine d'huile. Hein. Pleine d'huile. Voilà. Alors nous, ici, on a bon, l'olive principale, c'est la glando. Et entre la glando, enfin, moi j'ai planté un petit peu de pitcholine pour alterner ce que nous avait autorisé en AOC. Mais enfin, c'est la glando qui domine tout. C'est une huile qui résiste au froid, parce que nous sommes à la limite de l'olivier ici. Hein. Bon, on en retrouve encore un petit peu jusqu'à Sisteron, mais ils sont vraiment dans les coteaux et tout. Et à l'heure actuelle, on a fait faire des plantations d'oliviers un peu n'importe où. Et un jour, le temps nous rappellera à l'ordre. Ah, l'huile d'olive, c'est fabuleux. Hein. Moi, je m'en sers pour tout.
pour tout. Je m'en sers pour les mains, bien sûr pour la nourriture, tout ça, pour les mains. Je me rase, je me mets de l'huile d'olive. J'ai une peau très douce, tout ça, et voilà. La douche aussi? Aussi. La fin de journée se termine chez Robert. C'est l'heure pour lui de passer au fourneau pour nous préparer une recette locale qui fait partie de ses spécialités. La soupe de gigot d'agneau de Sisteron. Alors, on est chez nous, à Manosque, dans notre maison, qui est une bastide, une maison typique provençale du XVIIe. Et maintenant, là, tous ces bons produits que j'ai à la main et qu'on a ramenés du marché de Forcalquier, on va les préparer ensemble et se faire une bonne recette. Voilà, on est sur cette viande très connue et très emblématique de la Haute-Provence, qui est l'agneau de Sisteron, qu'on reconnaît à cette viande très claire. Préparée autrefois lors des repas de fête, cette recette fait partie du patrimoine culinaire régional. Dans une marmite, Robert ajoute à l'agneau des oignons, de la poitrine de porc roulé, une demi-feuille de laurier, de l'origan, quelques dés de courge et du vin rouge. À base d'eau, de sel et de farine, Robert scelle ensuite la marmite. Avant de la passer au four, elle y restera pendant 4 heures à feu doux. Pendant ce temps, il prépare un risotto de courge, petit épeautre et huile d'olive, des produits du terroir. Pour nous, montrer aux gens qui ne sont pas de la région, qui viennent passer un moment chez nous, leur montrer tout ce qu'on est capable de faire avec les produits issus du territoire, c'est extrêmement important. Et c'est aussi ce que viennent chercher les gens. Voilà, je crois que notre soupe de gigot est cuite à point. La croûte autour est bien sèche. On commence à sentir les parfums. Il est temps d'y aller. Allez, à table, jeunes gens. Mais tu veux m'en servir du vin? Voilà, ne m'oubliez pas en servant le vin. Vous allez m'en dire des nouvelles. Hein. Allez, que tout le monde mette son nez là près de la marmite, parce que quand les essences vont sortir, là, ça va être... voilà, c'est quelque chose. Hein. Ah, elle sent jusqu'ici la soupe de Robert. Et ici, c'est pas n'importe où. D'abord, le lieu, c'est un ancien couvent des Cordeliers qui, dans sa forme originale, date de 1236, qui a été restauré dans les années 1960 et qui abrite aujourd'hui une unique université européenne des saveurs et des senteurs, précisément, où nous avons rencontré Céline Taris. Non, pas tout à fait. Je vous fais ressentir? Oui. Pensez au placard de vos grands-mères. Alors, la mission de l'université, c'est de former donc, les professionnels de la filière senteurs et saveurs à toutes les spécificités que ça peut comporter. Donc, on touche les professionnels de la parfumerie, des cosmétiques et de l'agroalimentaire. L'université propose différents types de formations, avec à la clé un diplôme universitaire d'analyse sensorielle des saveurs et des senteurs. Des formations qui ne sont pas destinées qu'aux professionnels. Et en parallèle, on propose des animations pour le grand public. Donc on forme les petits comme les grands à toutes les richesses du terroir. En fait, on leur fait découvrir nos produits, les personnes phares de notre territoire. Voilà, des richesses qu'il y a dans les Alpes d'Haute-Provence. Alors, pour compléter notre petite expérience de mini-mélo d'odeurs, je vais vous faire sentir d'autres odeurs. Il va falloir me prouver que vous avez un bon odorat. Donc le but du jeu, c'est de bien sûr reconnaître l'odeur qui se cache dans le récipient. Vous êtes ici pour réapprendre à sentir ou à découvrir des arômes, des saveurs, des senteurs? C'est à découvrir et surtout à savoir comment les utiliser, parce qu'on les croise, mais je ne me suis pas penchée dessus jusque-là. Et puis là, c'est de savoir comment se les approprier et pouvoir effectivement les partager ensuite. En plus de son rôle pédagogique, l'université, fondée en 2003, est un lien dynamique qui unit les entreprises de la région. Nous partons à la découverte de quelques-unes d'entre elles. Première escale, Pérouis, à quelques kilomètres au nord de Forcalquier. Voici les Comtes de Provence, producteurs de compotes, de tapenades, mais aussi de confitures. Cette entreprise familiale a décidé de s'installer dans cette région de France, comme nous l'explique Véronique Nicolet, des Comtes de Provence.
Aujourd'hui, c'est une zone connue pôle saveurs et senteurs, mais dans le passé, vous pouvez imaginer que le Val de Durance était un secteur producteur de fruits et de qualité. Donc vous aviez tous les fruits à noyaux tels que l'abricot, la pêche et tous les fruits, on va dire poires et pommes pour l'hiver. Donc c'était avant tout un secteur stratégique pour toutes les entreprises qui tournent autour de la gastronomie. Confiture à l'ancienne, méditerranéenne, bio de saison, plus de 30 sortes ont été concoctées par les confituriers de Pérouis, qui élaborent des recettes traditionnelles à grande échelle. C'est vraiment une cuisson artisanale à grande échelle. Donc vous imaginez un chaudron ouvert avec une cuisson comme à la maison, une montée en température, donc jusqu'à 90 degrés pour empoter ces produits. Et nous utilisons l'autopasteurisation, c'est-à-dire que le produit va être empoté, on va l'encapsuler et ensuite on utilise une piscine d'eau froide afin de refroidir le produit de la façon la plus rapide que ce soit. Et donc on a une autopasteurisation. Donc l'avantage, si vous voulez, c'est qu'il n'y a pas de recuisson possible et donc pas d'altération ni des saveurs ni des goûts. Vous retrouvez vraiment un produit authentique. Autre partenaire de l'Université des saveurs et des senteurs, c'est l'Occitane. Nous voici sur le plateau de Valençol, sur les hauteurs de Manosque, où nous rejoignons Jean-Louis Périsnard, de l'Occitane, en visite chez André Neuvière, apiculteur. Ça va? Ouais, c'est une belle journée aujourd'hui. Oui, allez, on va voir nos petites amies. Voilà, si vous voulez, je vous donne une oreille pour la sécurité. Merci bien. Voilà. Alors, comment ça s'est passé depuis cet été là? Cet été, on a eu une bonne récolte de miel. D'accord. Grâce à la pluie qu'on a eue, parce que l'année dernière, on a fait 5 kg de miel. Cette année, on a fait à peu près pas loin de 20 kg. Ah oui, il a plu au bon moment. Il a plu au bon moment. Bon, ben, si vous voulez, on va s'approcher des ruches. Volontiers. Voilà. Basée à Manosque, cette maison mondialement connue pour ses articles de soins et de senteurs sélectionne entre autres des ingrédients de la région, comme l'olive, l'amande de Provence, la fleur de lavande ou encore le miel, pour l'élaboration de ces produits. Donc là, on les endort un peu, c'est ça? Oui, ben, l'enfumoir, ça sert surtout à les dominer. Voilà un cadre de miel. Ah oui, elles sont encore nombreuses. Ouais, ouais. Et donc la période hivernale, elle consiste en quoi pour un apiculteur? Ben, on laisse faire les abeilles parce qu'à la récolte, pour avoir une bonne colonie, il faut laisser la provision en miel. D'accord. Alors que certains apiculteurs, eux, enlèvent tout et se nourrissent au sucre. Mais ce n'est pas un bon principe. Là, avec le miel qu'il y a à l'intérieur, elle passe un bon hiver. Un miel exceptionnel, c'est un miel qui a toujours 80% de lavande. Alors qu'un miel de lavande, il peut être déclaré lavande à partir de 65%. Alors un miel de 80% de miel de lavande, c'est un très bon miel. Le miel est surtout connu dans l'alimentaire, mais il apporte de grandes qualités aux produits cosmétiques par ses propriétés adoucissantes, hydratantes et humectantes, c'est-à-dire il va empêcher l'eau de la peau de sortir grâce aux nombreux sucres qu'il contient. Voilà le pot de miel de lavande de cette année qui est très fin. Ah oui, il ne granule pas, il a une très belle couleur. Je vais se déguster. Très bien. Il a encore eu l'appellation miel de lavande sans problème cette année. Sans problème, non, sans problème. Vous en mangez combien de kilos par an? De miel, à peu près 15 ou 16 kilos. Nous quittons le plateau de Valençol pour nous rendre à Cruys, à l'auberge de l'Abbaye, située en plein cœur de ce village de 600 habitants, à une vingtaine de kilomètres, au nord de Forcalquier. Non. C'est un peu comme... Ça pique un peu, c'est comme l'orange. Comme l'orange, mais c'est jaune. Il y en avait dans le frigo. Du citron. Très bien. Et ben c'est ça qui pique ta, bouche. Parce qu'on a mis du citron dans le poisson. Il est un peu plus de 19h, et comme chaque soir, Karine et Fabrice Archambault mangent avec leurs enfants, avant le service du soir, un moment sacré et éducatif.
T'as colorié quoi? Charlotte, dès qu'elle a eu 1 an et demi, elle a commencé à manger la même chose que nous. Donc voilà, des choses faciles, des filets de truite, tout ce qui est petits filets de poisson qu'on désarrête. Tous les légumes frais, on lui apprend ce que c'est qu'un légume. C'est simple, hein. Le matin, elle est avec moi dans la cuisine. Elle voit ce que c'est qu'une aubergine, qu'un bouquet de basilic, que du persil, que de l'ail. Et dès cet âge-là, elle commence à reconnaître tous les produits frais. Et après, voilà, ça passe dans l'assiette. Et après, on fait pas mal de choses ensemble aussi. On fait des desserts ensemble, on fait des gâteaux. Et tant que ça reste ludique, les enfants commencent à apprendre et aiment manger à partir de là. 19h30, les enfants sont allés rejoindre les bras de Morphée. Fabrice, lui, a gagné ses fourneaux. Le chef propose des plats du terroir et d'ailleurs avec une touche gastronomique, en suivant son inspiration du moment et le marché des saisons. Alors là, c'est que du terroir. Donc l'agneau de Sisteron, la belle rouge, en trilogie, avec l'épaule qui est confite en millefeuilles de tomates et courgettes, le carré qui est poêlé en cocotte et le gigotin qui est rôti avec une croûte d'herbe. Et là, le jus, c'est la réduction de l'agneau avec de la sarriette. Nous quittons Fabrice pour nous rendre à Banon. Ce petit village, logé une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de Forcalquier, est le berceau depuis plus de 2 siècles d'un grand fromage de France, qui porte le nom de cette petite bourgade. Pour nous en parler, nous avons rendez-vous avec Lucienne, éleveuse de chèvres, et Alexandre Grégo, de la fromagerie de Banon. Ici, nous avons des alpines provençales et quelques sanaines qui vont bientôt être remplacées justement par la race provençale pour obéir au cahier des charges du Banon. Alors ici, on a des très bons taux, on a des taux de matière grasse importants vu qu'elles mangent à l'extérieur et qu'elles choisissent plus ou moins leur nourriture. Et on a des taux donc de matière grasse et des taux bouturés aussi parce qu'elles trouvent dehors ce qu'elles n'ont pas toujours en élevage fermé. Hein. Bon, nous, on leur apporte du foin aussi de la région, donc ça se ressent sur la qualité du lait. Hein. Et c'est un lait qui est très naturel et qui confère tous les arômes dans le fromage. Voilà. Il n'y a pas de dégradation de matière première à la fromagerie. Au contraire, on s'emploie pour garder cet or blanc, puisqu'ici, on parle d'or blanc, parce que le lait est un lait qui coûte à un certain prix élevé, puisque c'est le lait qui est payé le plus cher, je pense, en France. Lorsque le lait est récolté, il arrive à la fromagerie. Après la technique traditionnelle du caillé doux, le salage des 2 faces et un premier affinage qui dure jusqu'à 7 jours, les tômes sont pliés, toujours à la main, dans des feuilles de châtaignier brunes, puis liés par un brin de raffia naturel. Le fromage est alors encore affiné durant 10 jours. Défendu par une AOC, le Banon présente une pâte onctueuse. Il offre des arômes de sous-bois grâce entre autres à son emballage naturel, comme nous l'explique Sébastien Cochard de la fromagerie de Banon. Le choix de la feuille de châtaignier s'est fait en harmonisation avec l'ensemble des producteurs de la zone. Historiquement, ça se faisait un petit peu avec les feuilles des arbres qui se trouvaient dans les cours des fermes. La feuille de châtaignier a comme principale caractéristique de présenter des tanins assez importants et une grande résistance mécanique. Il n'y a pas de moisissure ou de pourriture qui s'installe. Les feuilles sont très résistantes, donc ne cassent pas. Nous quittons Banon pour nous rendre maintenant à une vingtaine de kilomètres à l'est de Forcalquier, à Puy-Michel. Nous voici chez Jules, dans un bistrot de pays, à l'heure de l'apéro. Au menu de la pause sacrée de la mi-journée, avant de passer à table, le pastis et les tapenades d'olives et d'aubergines. La tapenade, c'est l'indissociable avec le pastis que vous retrouverez partout dans les bistrots de pays. Donc on sert la tapenade directement sur une petite tranche de pain, mais vous trouverez aussi des recettes qui sont développées dans les bistrots de pays à partir de tapenade ou d'autres produits tels que le caviar d'aubergine. Donc la tapenade, tout simplement un produit à base d'olives. Vous avez des olives AOC dans le coin, huile d'olive, de capre et ensuite d'autres ingrédients qui sont différents suivant les recettes de chacun. En cuisine, nous rejoignons Christophe Israël. Après avoir travaillé en Écosse ou encore à Monte-Carlo, Christophe et sa compagne décident de reprendre un bistrot de pays, ces commerces qui fleurissent dans les villages de la Haute-Provence.
Il faut que ce soit impérativement l'un des derniers commerces du village. Et c'est un endroit donc ouvert toute l'année où on peut boire un verre et surtout manger. C'est essentiellement pour sauvegarder encore la vie dans le village et qu'il y ait encore un endroit où les gens puissent se retrouver et une vraie animation quotidienne dans le village. Allô la cuisine, la table numéro 3, 8 caillettes, 8 fricassés au pastis. Oui, ça marche. Aujourd'hui, Christophe nous prépare une fricassée de porc au safran récoltée dans le village voisin. C'est flambé au pastis de manière à avoir parfaitement les arômes et à enlever la force de l'alcool. Donc généralement, on fait un flambage, une bonne réduction et après on mouille avec un jus de viande pour avoir que le parfum. Le pastis, donc c'est ce goût fort que les gens connaissent en fenouil, en anis et donc il faut savoir le mélanger, toute la subtilité d'un alcool, quel qu'il soit, que ce soit un apéritif, une liqueur, un digestif, il faut avoir le parfum, mais plus la force de l'alcool. De retour à Forcalquier, en cet après-midi de novembre, nous croisons Jeannot Augier, distillateur. Il a 120 ans. C'est mon grand-père qui l'avait construit, mon père et moi. Et moi, je suis venu à l'âge maintenant de me retirer. La vie, c'est comme une page d'un livre qu'on tourne. Oui, il y a eu des bons, des mauvais moments, mais enfin, c'est les bons moments qui primaient. Aujourd'hui, on distille de l'armoise. C'est pour la fabrication du pastis du HB, qui est tant renommé, vous voyez, mais qui est fabriqué uniquement avec des plantes. Dans quelques heures, la distillerie artisanale de Forcalquier fermera ses portes à jamais. Après son grand-père et son père, Jeannot est le troisième et le dernier distillateur de la famille Augier. Aujourd'hui, il distille l'armoise, cueillie dans la garrigue de Haute-Provence, et qui entre dans la composition du pastis élaboré par les distilleries et domaines de Provence. Dans les Alpes de Provence, il n'y a plus que 2 distillateurs. Un à Entrevaux et un à Forcalquier. Vous savez, personne n'est indispensable sur Terre. Je ne sais pas, moi. Peut-être on travaillera encore un peu pour eux, mais pour nous, pour les particuliers, vous voyez, pour ceux qui ont le privilège, non, j'arrête. En occitan provençal, le pastis signifie mélange. Résultat de la macération de plusieurs plantes, il est consommé en apéritif et complété avec de l'eau. Nous voici à quelques rues de l'établissement de Jeannot, aux distilleries et domaines de Provence, fondé en 1898. C'est ici qu'est élaboré, entre autres, le pastis Henri Bardouin. Nous rencontrons Julie Miolan, qui nous parle des plantes qui entrent dans la composition du pastis. Au départ, les plantes provenaient toutes de la montagne de Lure. Maintenant, la formule a un petit peu évolué et les plantes proviennent de divers endroits. Le pastis Henri Bardouin comporte plus de 50 plantes et épices, notamment de la cardamome, de l'armoise, de la fève de tonka et bien d'autres. Alain Robert des distilleries et domaines de Provence nous parle de la dégustation d'un pastis. Il faut d'abord apprécier sa couleur, avec les reflets verts. Ensuite, naturellement, goûter, ou plutôt appréhender les odeurs qui se dégagent. Donc là, des odeurs d'épices. Et puis, lorsque on a bien humé le produit, naturellement, on le met en bouche. Et pour avoir tous les arômes, donc alors en plus des arômes évidemment d'anis et de réglisse, des arômes très frais de cardamome, plus la note corsée donnée par la maniguette, par la fève de tonka, et puis naturellement les herbes de Provence qui viennent là derrière, quoi. Nous terminons notre escapade à Oraison, à quelques kilomètres à l'est de Forcalquier. C'est ici que sont fabriquées les célèbres pâtes de fruits, les pralines et les fruits enrobés. La confiserie dans la famille Doucet remonte à plusieurs générations. Nous sommes accueillis par Jean-Marc Doucet,
descendant de Théodore Vaillard, créateur de la célèbre pâte de fruits d'Auvergne. À Oraison, plus de 25 sortes de pâtes de fruits sont élaborées avec la richesse du terroir, comme des abricots rangés et des coins de Haute-Provence, des poires William des Hautes-Alpes ou encore des figues blanches du Haut-Var. Célèbre pour ses pâtes de fruits, la confiserie François Doucet propose aussi d'autres gourmandises, toujours à base de fruits. Alors les dernières créations sont des pommes d'amour, les cœurs de figue et amour de cerise. Ce sont tous les trois des produits à base de pâte de fruits, donc une pâte de fruits confiseur traditionnelle, avec plus de 50% de pulpe de fruits, qui est enrobée de jus du jas et de chocolat. Voilà. Donc la nouveauté consiste en fait à l'alliance entre la pâte de fruits et le chocolat. Une autre spécialité maison, ce sont les pralines aux amandes de Provence et noisettes du Sud-Ouest, qui, comme les autres confiseries, se dégustent à tout moment, seules ou bien encore en accompagnant un café par exemple. Et bien voilà, de la théorie à la pratique, hein. Les pâtes de fruits, le petit café, la terrasse sur la place de la mairie à Fort-Calquier, le soleil bien sûr, et si vous revenez l'été, vous aurez les champs de lavande, leurs couleurs et leurs odeurs en plus. Nous vous avons fait découvrir ce pays de Fort-Calquier, mais ne croyez pas tout connaître parce que, comme l'écrivait Jean Giono, le grand voisin d'à côté, celui de Manosque, la Provence dissimule ses mystères derrière leur évidence.